Tu étais l'élu! C'était toi! Mes amis, que ce jour soit à jamais gravé dans vos mémoires. Merde, 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 merde! 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 Bonjour, je m'appelle Bruno Choel, je suis comédien de doublage. Je double Johnny Depp, Ewan McGregor, Matthew McConaughey et plein d'autres. Le premier film que j'ai doublé, c'était Pirates de Polanski, le tout premier. Je faisais un petit mousse sur le bateau, mais déjà j'étais sur le cul de voir comment ça se passait. L'image était énorme comme au cinéma et le fait d'avoir sa voix dans l'acteur, c'était génial. J'avais un tout petit rôle, mais j'enviais les gros rôles. Ewan McGregor, ouais. Ah, lui, il est européen, il est écossais. Vocalement, on n'est pas très éloigné. C'est pour ça que dans Moulin Rouge, les raccords chantés, que je n'ai pas chanté, les raccords chansons, c'est une comédie musicale. Vocalement, c'était assez bluffant, c'est assez raccord. Voilà, donc j'aime bien doubler Ewan McGregor. Ouais, je me sens proche de lui. Il aime la moto, moi aussi. Il était marié à une Française, une Parisienne à une époque. Et petite histoire, j'étais dans le même club de badminton que sa femme. Je suis arrivé pour jouer au bad un soir. Et on me dit, c'est dommage, il y avait Ewan McGregor qui est passé hier chercher sa femme en voiture. J'ai fait merde. Du coup, je l'ai jamais rencontré. Tu as laissé ce seigneur noir des Sith corrompre ton cœur. Je sentais qu'Ewan McGregor allait rester dans la saga un personnage important. Je comprenais rien, je sentais que c'était presque biblique comme déroulement. Et puis, quand je suis arrivé, on m'a dit, Bruno, tu sais ce que c'est qu'un Jedi? Il y avait plein de mots nouveaux. Jedi, non, ben, c'est un chevalier. C'est déjà très installé parmi les fans. Et j'arrivais un peu comme dans une église. Et je savais pas quand fallait s'agenouiller et quand fallait faire le signe de croix. Je savais pas. J'ai appris tout ça et après, j'ai vu que ouais, là, il y a énormément de fans sur ces personnages-là, quoi. Ah, ben ça, oui, grosse condition de travail, le grand taudis pour travailler de Dubbing Brothers. Carrément, les gens chuchotaient sur le plateau. On voyait les premières images arriver. Est-ce que là, il se sert de la force, tu crois, ou pas? Il y avait des grosses questions très profondes. Et oui, des super conditions de travail. Des super conditions de travail. On avait vraiment le temps de voir, de revoir les scènes, de s'en imprégner. C'était impressionnant, Star Wars. Fred Taïeb, qui a disparu maintenant, qui était notre directeur artistique, et que lui, il allait, alors dans le ranch de Lucas, mixer les voix françaises, et donc c'était impressionnant d'avoir ce lien. Ah, ça fait rêver quand même, ce réalisateur qui se construit un ranch dans une contrée éloignée, et qui crée son film là. Son univers, je sais pas, je trouvais ça magique. Enfin, je trouve ça magique. Pour moi, le texte était béton, il était déjà là. Cette phrase culte, donc... Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les Sith, pas que tu deviennes comme eux! Je l'ai redoublé il y a pas très longtemps, on a fait un redoublage de cette scène, et j'ai eu la même émotion qu'il y a plus de 20 ans. Ah, c'est troublant. C'est troublant. Obi-Wan, il est quand même plein de bonnes intentions. Il a envie de former ce jeune garçon qui lui échappe complètement, qui a choisi le côté obscur. C'est un constat d'échec. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il a raté. Et même dans la série que j'ai fait il y a pas très longtemps, il y a ce côté remords de pas avoir réussi à sortir ce personnage. Ouais, tu étais l'élu, c'était toi. Ouais. Ça fait quelque chose quand j'y repense. Ouais. C'est étonnant de remettre ce costume après toutes ces années et comme s'il avait toujours été là finalement. Et ça bouge pas. J'aime bien. Ça m'a fait plaisir de le retrouver avec quelques rides supplémentaires. C'était le droit de tuer avec un point d'interrogation. L'histoire était assez lourde. Une jeune fille noire violée on trouve les coupables, il passe au tribunal. C'était très lourd. Et la plaidoirie de cet avocat, de Matthew McConaughey, était absolument énorme. Le corps brisé, violé, broyé, meurtri. C'était très touchant. Après, il en a fait un autre, Amistad, sur une histoire d'esclavage. Et puis après, ça a été le Belmondo américain dans des films d'aventure, des trucs pas hyper intéressants. Matthew McConaughey, il est lion ascendant lion. Donc il est très lumineux, très soleil. Pareil, quand il arrive sur les plateaux, il a un grand manteau, il en impose énormément.
Et là, il était vraiment, il était comme ça, quoi. Manquait un peu de raffinement. Puis après, il y a Mud, il y a eu toute son autre période. Mais rare pour un comédien de faire un revirement comme ça sur des films hyper intéressants. Comme si c'était retrouvé, quoi. True Detective, j'ai adoré cette série. À doubler, c'était une espèce de monologue. J'étais comme si j'étais rentré dans sa tête et lui aussi, et on parlait, il développait ses pensées, c'est un doublage que j'ai fait sans regarder 2 fois les boucles. C'était un enchaînement. Je pense que la seule issue convenable, ce serait de refuser ce pourquoi on est programmé. De plus se reproduire, marcher main dans la main vers notre extinction. J'ai passé des essais sur True Detective et je me souviens très bien de la première image de l'essai. Il est au pied d'un arbre. Et avec un truc bizarre, des constructions un peu indigènes qu'il y avait sur le sol, des trucs un peu magiques, un peu bizarres. Il avait un petit carnet et il se tenait, je me mets comme ça, il se tenait les mains comme ça et le texte sortait tout droit, sans faire de fioritures, tout droit comme ça. Et je suis parti de cette position, et bram, ça m'a permis de tenir le personnage et d'aller jusqu'au bout. Ben, l'accent texan et redneck, ça traîne un peu. Ça fait un peu chewing-gum, quoi. Ça rallonge un peu, ça rallonge un peu les voyelles. J'ai rallongé un peu dans sa pensée, quelque chose d'un peu lent, d'un peu lourd, comme ça. Un peu cow-boy, quoi. Un peu cow-boy. Il fallait trouver cet esprit-là. Nolan, ce film-là, effectivement, on sentait qu'il avait très peur d'être piraté, quoi. On a vu le film une fois, en vraie grandeur, dans ses studios, à Londres, et après, plus rien. Et on a enregistré quasiment dans le noir, avec juste les bouches qui étaient détourées. Ce qui m'a guidé pour faire le doublage, parce que franchement, je me souvenais plus toutes les scènes. Tu sais, il est dans l'espace. Est-ce qu'il y a son masque? Est-ce qu'il n'y a pas son masque? Il y a un truc qui m'a guidé, c'est la musique d'Hans Zimmer. Ouais, je l'ai revu avant-hier, le film. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'émotions. Et il y a grand-père qui est mort la semaine dernière. On l'a enterré dans la parcelle du fond à côté de maman et... Ça a été pour moi un super plaisir de le faire. Nolan, bon, voilà, c'est aussi la famille, quoi. Il y a un rapport aux enfants, à la famille qui est très fort chez lui et qui était fort aussi chez Matthew McConaughey. Sleepy Hollow, dans les années 90, la légende du cavalier sans tête. Ah ben j'ai passé un essai qui s'est trouvé concluant. C'est le côté costume d'époque, Burton, les nuits, les chevaux, les calèches, la peur, les forêts noires. Là aussi le costume physiquement jouait beaucoup. Il est très digne, pas à l'aise du tout en fait. Et puis une façon de parler un peu comme ça, un peu tout était détaché et tout était très clair. La légende du cavalier sans tête. Ils auront la tête coupée. Il avait un côté comme ça, il découpait les... Quand il était à cheval, on lui avait prêté un cheval qui avançait pas, il avait très peur, donc il était un peu digne en ayant peur, et en avant, poudre à canon. Il avait un côté comme ça, très guindé. Il suffisait de rentrer là-dedans, et là, on avait le personnage. On réquisitionne ce bâtiment, terme nautique. Je savais pas quoi faire. Je disais, il est bourré. Et là, il y avait Disney derrière qui faisait, non, il n'est pas bourré. Non. Mais je dis, on dirait qu'il est quand même, non. Mais il a une façon de parler un peu comme ça, un peu. Et là, il articule pas non plus trop les mots. Et je me souviens, la bouche était pas propre. Il avait une dent en métal qui chuintait un peu. Et un côté comme ça, avec toujours une espèce... Alors du coup, il avait une gestuelle très nonchalante, très molle. Et là aussi, c'était une façon de prendre le personnage. Mais là, on a vraiment travaillé sur la voix. Ça a été long. En plus, pour la première fois, il descendait dans ses graves. Avant, c'était un personnage un peu comme ça, un peu une voix haute qui m'allait bien. Et là, c'était le Black Pearl est un merveilleux bateau. Il partait dans des trucs très sombres et il a fallu raccorder, quoi. Et on a vraiment travaillé avec Boilem, le type qui s'occupait de la sortie de ce film. On a vraiment bossé sur le rapport vocal. Les ruptures, ça cassait comme ça. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Tout à l'heure, je vous parlais de Matthew McConaughey qui se tenait comme ça. Quand je prends la posture physique des personnages que je double, quelque part, le rythme et la voix viennent après. Après prendre les personnages par le physique. Étonnamment, le mime aide beaucoup pour le doublage. Johnny Depp, il est comme ça. Et si forcément, si je bouge comme ça, je parle aussi comme ça. Ok? Et tu vois, il
il arrête. Voilà, ah si, le mime, si, ah bah oui. Étonnamment. Je m'attendais pas à ça, à cette découverte. Sur Johnny Depp, à chaque film, je me dis qu'est-ce qui va sortir. Avant moi, il y a eu 5 voix françaises sur Johnny Depp, justement parce qu'à chaque film, il proposait un truc différent. Donc oui, toujours qu'est-ce qui va. Après Pirate, il est un peu resté dans la veine de Pirate. Il n'y a pas eu des choses extraordinaires. Non, il y a une anecdote qui m'avait un peu scotché, c'est sur From Hell, qui se passe donc dans les banlieues de Londres, toujours une histoire d'époque sur un tueur en série. Qui tuait les prostituées à coups de couteau dans la banlieue de Londres. J'avais quelqu'un qui était sur le tournage qui est venu me dire, mais tu sais que Johnny, il avait les cheveux longs comme ça, il a une oreillette et pendant qu'il joue, il se passe de la musique rock dans l'oreille. Et je dis, c'est pas possible, on peut pas jouer en ayant des écouteurs et puis dire le... Il m'a dit, si, et c'est vrai. Et j'ai dit, mais c'est pour ça qu'il est toujours un petit peu en décalage par rapport à la scène qui se passe. Il a toujours ce moment de retrait. En fait, il est un petit peu ailleurs. Et c'est pour ça que tous les regards convergent vers lui en disant mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça m'avait étonné. Vraiment. Bah alors Mark Wahlberg, moi j'adore le doubler. C'est le bon film du dimanche, en famille, qui se passe bien, c'est drôle, il sait jouer plein de trucs. J'adore le doubler, son rythme de jeu, j'adore. Ah, j'ai adoré No Pain No Gain. Ah, j'ai adoré ce film. Ah là, c'était les ratés. Les ratés. Les bodybuilders des années 80, mais ratés, mais has-been, vraiment trop bien. Ah non. T'as pas fait de bêtises? Peut-être un peu si. C'était trop drôle. Terrible et drôle. C'est un super film. Ah, vraiment. Alors, c'est marrant, c'est que la critique, la vie des films, hein, mais il y a des films qui restent. Bah, No Pain, No Gain, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. C'est très drôle. Et Nathan Drake, qui avait vraiment... Alors, encore une fois, si ça a marché, il y a des évidences, hein. C'est que, on m'avait dit, sois naturel. Compose pas de personnages, fais pas l'acteur, sois... Allez, saute! Ça monte dans cette putain de bagnole! Je suis plus rapide, arrête de discuter! Nathan Drake avait une liberté de jeu qui était formidable. Et du coup, comme il y a une grande liberté, on y va, on se lâche. Et puis voilà, puis il rebondit, il saute, il nage, il meurt. Enfin, il meurt à moitié, il ressuscite. Il y a des incongruités dans le métier. C'est que j'ai doublé le rôle de Sully dans le film. J'ai fait de ce qui me semblait être du Sully. Mais le film, déjà, moi je l'ai trouvé super. J'ai bien aimé, c'est un film d'aventure. J'ai même eu très peur parce que la bande-annonce est partie avec un autre acteur. Il m'avait remplacé. Voum. Je pouvais pas faire Nathan Drake vu que c'était Tom Holland qui était beaucoup plus jeune que moi. Donc au niveau du casting, ça le faisait pas vocalement. Et Mark Wahlberg, étonnamment, que je double tout le temps, joue Sully, son acolyte. Je suis pris ni sur l'un ni sur l'autre et je regarde la bande-annonce chez moi en faisant oh mince, j'ai pas pu doubler ce film-là. Et après la bande-annonce, je sais pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais apparemment on est venu me rechercher. Qu'est-ce que j'étais content. Merci à tout le monde. Les gamers, vous avez une force sur la toile, sur le net. Incroyable. On vous écoute énormément dans les hautes sphères. Je me souviens d'une délégation japonaise qui était venue. C'était hyper impressionnant parce qu'ils regardaient le doublage, ils comprenaient pas. J'aimerais te faire un cadeau d'adieu. Et je sentais que c'était un truc très très pointu et que voilà, il y avait une attente de leur part très très précise. Jusque dans les onomatopées, la moindre onomatopée, ils avaient quelque chose à dire dessus. Et il fallait que ce soit comme le japonais. Mais Sephiroth, je le trouve beau, beaucoup de charisme et vocalement, c'était là aussi tout droit, voilà, personnage qui s'énerve pas. Voilà, génial, top. Je suis content qu'il revienne. Altaïr, c'est Assassin's Creed. Ouais. Oui, il était assez mutique. Je trouvais le personnage assez emblématique aussi. Mais tout ça est très très vieux et je me souviens plus trop Altaïr. Franchement, dans ma carrière, j'ai eu des beaux gosses, j'ai eu des chevaliers, des Jedi. Ouais. J'ai été servi. Colmini